I need money. Bonjour tout le monde, nous c'est Sébastien et Laura. Ensemble on a fondé cet endroit un petit peu fou, l'usine à merveilles. Ici en gros on fait des films, des photos, des décors, de la bande dessinée. Bref, on crée des univers et sur notre chaîne YouTube on a voulu tout vous partager, nos inspirations, un peu d'histoire de l'art et surtout des retours d'expérience si vous aussi vous voulez pouvoir vivre de la création. On s'est dit que dans la série Qu'est-ce qui coince dans la création et quel sujet hyper casse-gueule on pourrait aborder dans les premières vidéos de cette chaîne, l'argent. Ça ferait hyper bien l'affaire. Et comme c'est une vidéo assez longue mais captivante, eh bien, générique. Bah générique, on n'a pas le temps là, allez! Et aujourd'hui, on s'attaque à un vrai gros sujet de discorde, de culpabilisation, de honte, de fantasme. Il paraîtrait qu'il ne fasse pas le bonheur, mais il est bien pratique quand même quand on veut faire les courses. Souvent appelé le nerf de la guerre, je suis l'argent. Alors, vivre de sa création, on est d'accord, c'est quand même un petit combat, surtout en ce moment, à cause de plein de choses. L'année 2008 s'achève, elle a été rude. L'année 2014 fut une année rude. 2015, année de souffrance. L'année 2018 ne nous a pas épargnés. Et ce sujet, en fait, il en contient plein d'autres, mais avant de tous les aborder, on s'est dit qu'on allait déjà dégrossir. Parce que oui, on est en France, donc ce sujet, il est très compliqué. Et c'est compliqué parce que c'est au carrefour de plein de choses. De soi, de son image, de son éducation, de son estime de soi, des besoins politiques et culturels du moment, de l'économie, etc., etc. Et pour bien comprendre le rapport argent et création, il faut se dire que ça ne vient pas que de vous. Ça s'explique aussi parce qu'on vit dans une certaine société qui supporte le poids de son histoire. Et justement, il nous a semblé utile que, pour bien comprendre d'où vient la rémunération de l'auteur aujourd'hui, il était nécessaire d'aborder les rémunérations qu'il a eues dans le passé, et donc aussi de son statut. Alors c'est parti pour une première partie, l'artiste, son statut et sa rémunération au cours de l'histoire. Comment ils gagnaient leur vie les artistes avant ? Michel-Ange, il a été payé en visibilité ? Alors pour faire très court, en gros, artistes du Moyen-Âge jusqu'au 18e, 19e siècle, eh bien, ça n'existe pas. Enfin, pas au sens où on l'entend actuellement, pas dans le sens artiste-auteur. Quand je crée, ce n'est pas moi qui vais vers la toile, c'est la toile qui vient vers moi. Pour commencer, on va se plonger dans un monde assez différent du nôtre, le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, tu as deux façons de vivre de la création et donc en gros, tu as deux statuts. Le premier statut du créateur, il est corporatif. Au Moyen-Âge, si t'es artiste, t'es déjà plus considéré comme artisan ou maître de métier. Et que tu sois peintre, sculpteur, archi ou enlumineur, tu étais forcément rentré dans une corporation ou une guilde. Guilde, ça fait plus classe. Et au même titre que les tailleurs de pierre, les orfèvres ou les cordonniers, bah t'étais un travailleur manuel. Et le job de tout ce beau monde, il est pas compliqué. Un peu au même titre que les gens d'église, il faut, dans ta discipline, montrer à quel point le cosmos, c'est quand même super bien branlé. Et que Dieu, il assure, et en gros, les artistes artisans, ils n'ont juste qu'à reproduire le réel afin de faire la preuve de cette perfection cosmique et divine. Et par la même occasion, faire la preuve de la perfection de l'incarnation du divin, à savoir ton employeur. Donc à l'époque, c'était pas compliqué. Si tu voulais bouffer, t'avais l'église, qui était quand même le plus gros commanditaire, les nobles et les cours princières, et parfois les villes et les grandes cités-états. T'as donc des sous de ces mécènes, soit à la commande, soit par pension forfaitaire. Et ton salaire, c'est ta corporation qui décide et qui fixe les prix. Et hormis quelques grands maîtres au service de grands princes, on vivait pas dans le luxe. Viens, penche-là et va ton chemin. Donc le corporatif, c'était monopole d'État, pas de souci à se faire. Et vous allez me demander, mais en dehors de tout ça, loin du poids des corporations et de l'Église, est-ce qu'il y avait une création un petit peu plus parallèle, un peu plus libre, un peu plus pop ? Et la réponse est oui, évidemment. Une société, elle est rarement monolithique. Il existait bel et bien, pendant le Moyen-Âge et après, une création hors des clous qui s'exprimait. L'art populaire, c'est le second statut de l'artiste à cette époque, le
troubadour ou trouvère. On dit trouvère quand on est dans le nord et troubadour quand on est dans le sud, voilà. Comme ça, vous pourrez briller en société. Ils étaient, on peut le dire, les ancêtres des chanteurs pop d'aujourd'hui. Vous ne connaissez pas la boîte à troubadour? Alors c'est marrant d'ailleurs de voir que là-dessus on n'a pas tellement changé. En gros, ça parlait d'amour, ça critiquait un peu les politiques. Bon, aujourd'hui c'est vrai qu'on jongle plus. Bon, dommage, c'était quand même vachement bien. Les troubadours et les trouvères, c'est un peu les premiers intermittents. Pas de guilde, pas de contrat, ils voyageaient de château en château, ils composaient pour une dame, un seigneur, ou pour qui voulait bien les loger. Leur monnaie, c'était l'hospitalité, les cadeaux, parfois juste de la reconnaissance. Puis il y avait les jongleurs, donc eux c'était les vrais saltimbanques. Ils jouaient sur les places, dans les foires, pour les gens du peuple. Ils vivaient de pièces qu'on leur lançait, d'un repas offert, d'un lit pour la nuit, etc., etc. Une économie du spectacle vivant avant l'heure en fait. Certains sont devenus des légendes d'ailleurs, comme Bernard de Ventadorn, qui est donc un fils de boulanger. Il est monté jusqu'à la cour d'Aliénor d'Aquitaine grâce à ses chansons d'amour courtois. Il fait fondre les duchesses et il a inspiré des générations et des générations de poètes. Pas mal pour un gars sans mécène fixe ni diplôme. En gros, ces artistes-là, ils vendaient pas des œuvres, ils vendaient un moment, une émotion. Du spectacle vivant déjà. Et donc cet art pop, il est oral et vivant. Il n'y a d'ailleurs pas que la chanson, il y a aussi le théâtre. Au Moyen-Âge, il existait une véritable production scénique populaire, ce qu'on appelait les farces, et plus tard les sottis, qui sont des pièces courtes, comiques, très populaires, 3 ou 4 personnages, des situations de tromperie, un langage un peu familier, le tout pour faire rire le public. C'était des sortes de boulevards de l'époque. Si vous voulez en voir un exemple assez typique, il y a la farce de Maître Patelin. Cette farce, c'est la farce médiévale la plus célèbre, c'est l'histoire d'un avocat astucieux, Maître Patelin, qui berne un drapier, puis il est lui-même trompé par un berger dans une dispute juridique. Donc cette farce, elle joue sur les langues, c'est très familier, et les retournements rhétoriques. Ce qui est fascinant, c'est que ce texte, qui est initialement donc de tradition orale, c'est devenu un classique, imprimé et joué encore plus tard, tant sa popularité était grande. Donc on reprend. Le business plan du troubadour, il est simple. Chanteur ou théâtreux, un petit peu de décor, un petit échafaud médiéval et des tréteaux. Tes revenus, c'est les libéralités du public ou c'est les seigneurs qui t'accueillent, les repas. C'est une économie de la reconnaissance active plutôt que celle du ticket d'entrée. Parfois, les municipalités ou les bourgeois pouvaient financer des spectacles pendant les fêtes, comme par exemple pour le carnaval, pour donner à voir. À Troubadour, ils ont donc fortement marqué leur temps malgré leur mise unique sur la tradition orale. Pas étonnant, donc, qu'on nous traite encore de troubadours, nous les artistes, même encore aujourd'hui. Et finalement, quand on regarde le taf qu'ils faisaient, bon, c'est plutôt cool d'être un troubadour. Tant qu'on me paye. Et en parlant d'être payé, veuillez nous excuser pour ce petit encart publicitaire qui fera que nous, troubadours, puissions tirer maigre profit de notre humble ouvrage. Miss Numérique n'est pas un site de revente photo, c'est le premier site de revente photo vidéo de France. Fatigué de votre ancien matériel? Foncez sur leur site et faites vos emplettes parmi le plus grand choix de produits. Grâce au code LETURC, vous pourrez aussi soutenir la chaîne. En parlant du turc, n'hésitez pas à aller sur notre site leturkshop.com, une autre manière de nous soutenir. Des tirages limités disponibles en 3 formats. Marre de lire des livres avec des mots? Les nôtres n'ont que des images, de belles photographies entièrement fabriquées à l'atelier. Vous l'aurez compris, dans ce monde assez éloigné du nôtre et sans copie écrite, le droit d'auteur, ça n'existe simplement pas. L'idée même d'être propriétaire d'une œuvre est complètement étrangère au Moyen-Âge. Une chanson, une histoire, un dessin, tout ça, ça circule, ça se transforme, ça se réinvente, ça se réinterprète. Ce qui compte, c'est la transmission, pas la signature. D'ailleurs, la plupart des œuvres médiévales sont anonymes ou attribuées plus tard. Même les copistes modifient parfois les textes en passant. On est dans une culture du commun, pas de la propriété. L'auteur au sens moderne apparaîtra beaucoup plus tard, on va y venir. Voilà pourquoi la rémunération de l'artiste, à l'époque, elle est mutualisée, mise en commun ou tout simplement organisée par un monopole d'État, comme on l'a dit. Vous le savez sans doute, mais je préfère le rappeler, les différentes époques ne commencent pas et ne s'arrêtent pas brutalement. On glisse lentement, souvent sans s'en apercevoir, d'un moment de l'histoire à un autre. Et on va poursuivre notre enquête sur les artistes et la thune en essayant de comprendre ce qui s'est passé en Europe dans ce qu'on appelle la Renaissance. Donc, au tournant de la Renaissance, tout ne change pas d'un seul coup. On va encore trouver des enlumineurs, des troubadours et tout, mais un glissement va s'opérer, un glissement qui va changer la donne. Car ça y est, le terme beaux-arts apparaît. Ça y est, on commence à séparer les arts utiles, comme la menuiserie, la couture, la ferronnerie, la cordonnerie, des arts nobles, jugés capables d'élever l'esprit. Et dans les beaux-arts, on compte donc la peinture, la sculpture, la musique, l'architecture, bref, tout ce qu'on appelle, nous, art
aujourd'hui. Toutes ces catégories, on commence à les regrouper peu à peu dans une même catégorie, celle des arts destinés à la beauté plutôt qu'à la fonction. Et mine de rien, c'est une vraie révolution culturelle, parce que du coup, l'art cesse d'être un simple savoir-faire. Il devient un domaine à part, avec ses propres règles, ses maîtres, et bientôt ses stars et ses académies. Et oui, tout ça, vous allez le comprendre, vient d'un autre basculement. On commence à mettre l'homme au milieu de la création, et un tout petit peu moins Dieu. Et la conséquence, du coup, c'est que l'artiste, il va peu à peu parler de l'individu. Ça y est, l'artiste, il est autorisé à parler un tout petit peu de lui. Il va pouvoir, et même il va devoir s'exprimer, il va falloir qu'il étonne, qu'il l'époustoufle, il va sortir de l'anonymat. Bref, c'est là que la bascule se fait vers la notion d'artiste-auteur, pas encore tout à fait comme on l'entend aujourd'hui, mais on s'en rapproche. Et quelle conséquence ça a ? Eh bien, la conséquence, c'est que tes employeurs, si tu es un artiste, ils se diversifient un peu. Comme les beaux-arts deviennent vachement tendance, eh bien, on a des princes, des mécènes, des papes, des cardinaux et même des particuliers, des riches marchands, des bourgeois. L'artiste, il commence à avoir ses premiers clients. Et des Leonardo, des Michel-Ange ou des Raphaël, eh bien, on se les arrache comme des stars. Et eux, niveau salaire, ça négociait et ça se mettait vraiment bien. T'as me doublé ? Il te dira oui. T'as me triplé ? Il te dira non. Par exemple, quand Michel-Ange il reçoit la commande pour la chapelle Sixtine, petite peinture que je vous conseille d'aller voir, il reçoit environ 3000 ducats d'or. Aujourd'hui, ça représente 2,5 millions d'euros, à peu près. Et le bourg, il se plaignait quand même. Donc, la naissance du style et la qualité intrinsèque de l'artiste, parfois même considéré un peu comme un génie, c'est pendant la Renaissance que ça se passe. Et ça va évoluer jusqu'à nos jours. Alors on avance un peu, on arrive à l'âge baroque et classique, et toi, en tant qu'artiste-auteur, ton statut continue de se renforcer grâce notamment aux académies. Les académies qui vont renforcer ton statut d'auteur. Parce que, attention, t'es passé d'artisan à artiste, mais va pas croire que tu fais ce que tu veux. Ton but, quand même, c'est de faire de l'art officiel, qui glorifie le pouvoir, les valeurs morales ou encore religieuses. T'as les académies qui fixent les règles de bon goût, et t'as toujours ton commanditaire qui te considère un peu comme ton valet, il faut pas se le cacher. Tiens, mon fidèle. Ah, grand merci, Seigneur Hubert. Les musiciens et compositeurs travaillent souvent au service d'une cour ou d'une église comme des employés permanents, payés à l'année, logés, nourris, mais sans droit réel sur leurs œuvres. Un Jean-Sébastien Bach, par exemple, est salarié, c'est un fonctionnaire salarié du prince de Köthen, puis de l'église de Leipzig. Il compose sur commande dans un cadre très hiérarchisé. Les peintres et les sculpteurs, eux, sont de plus en plus intégrés à des académies royales qui fixent, on l'a dit, le style, les salaires et les commandes publiques. Certains gagnent bien leur vie grâce à la cour ou à l'aristocratie, mais la plupart vivent de commandes ponctuelles, un peu comme des intermittents avant l'heure. C'est une économie, on va dire, semi-libérale. On n'est plus dans l'anonymat médiéval, mais pas encore dans la liberté moderne. L'artiste commence à être reconnu pour son talent individuel sans pour autant choisir librement ce qu'il crée. Si t'es artiste entre le XVIIe et XVIIIe siècle, ton économie repose toujours sur 3 piliers, le mécénat, la commande et le service. Par contre, toujours pas de droit d'auteur pour la musique et le théâtre. Une fois que ton œuvre a été livrée, payée, elle n'est plus à toi. Et je trouve ça assez fou de penser ça aujourd'hui, mais en vrai, c'est une notion récente, celle du droit d'auteur. Donc ça veut dire que t'as intérêt d'avoir des mécènes stables qui te commandent des trucs régulièrement et ne pas avoir trop d'idées d'indépendance. Sinon, tu vas galérer comme Mozart a galéré. Il va falloir attendre les débuts du romantisme pour voir apparaître la notion d'artiste telle qu'on la connaît aujourd'hui, et notamment avec Beethoven. J'aime le prendre en exemple pour illustrer ce qu'il s'est passé au début du 19e. Il a fait en gros ce que Mozart rêvait de faire, c'est-à-dire cesser d'être un serviteur de cour. Et oui, Beethoven, c'est l'un des premiers grands compositeurs et donc artistes à réussir à vivre sans dépendre directement d'un employeur unique. On le tient, notre premier artiste freelance. Son modèle, il vit de commandes ponctuelles, de pensions offertes par des nobles sans obligation servile, de la vente de ses partitions aux éditeurs et surtout de ses concerts publics payants. Et ce concept, qui est nouveau, je rappelle, de l'artiste qui va chercher ses propres sous, il va se répandre aux autres disciplines. C'est le cas de Courbet,
pas Julien Courbet le peintre. Comme il s'est fait refuser l'Expo universelle, il se dit qu'il va aller faire des trucs dans son coin et il ouvre son pavillon du réalisme. Les impressionnistes vont avoir leur salon des refusés et Alphonse Allais, son salon des arts incohérents. Bref. Les artistes enfin libérés et délivrés ? Je ne mentirai plus jamais ? Je sais pas. En tout cas, l'artiste a désormais le choix. Soit tu rejoins ceux qui suivent les règles académiques et qui restent soutenus par l'État, qui sont rémunérés encore à l'ancienne, soit tu rejoins les galériens, les artistes indépendants, qui seront achetés par des collectionneurs privés et des marchands d'art, etc., etc. Des galériens qui, pour beaucoup, crevaient la dalle, mais qui ont quand même marqué l'histoire à jamais. Mais on peut pas tout avoir. Et on le sait, ces artistes incompris, indépendants, romantiques, crèvent la faim, marginaux, rebelles, ils vont donner naissance à ce qu'on appelle la bohème. C'est pile à ce moment que l'argent et l'art, ça devient compliqué. Car oui, la bohème, telle qu'elle est décrite par Murger dans son livre Scènes de la vie de bohème, on est en plein dans ce cliché de l'artiste qui vit pour l'art et pour rien d'autre. L'art est une foi, une passion qui le transcende, c'est pas un métier. Et si tu gagnes des sous, t'es même un peu suspect à vrai dire. Bah oui, ça veut dire que tu te plies pas aux règles et aux goûts bourgeois du moment. Bref, tout ce chemin historique pour arriver à notre représentation presque actuelle de l'artiste. Et ça, on l'a trouvé, notre cliché, il est là, c'est l'artiste bohème. Et c'est cette figure qui continue encore aujourd'hui de façonner notre rapport à la moula. Heureusement, nous avons aujourd'hui différentes représentations de l'artiste. Nous naviguons dans un monde où cohabitent des visions très diversifiées du créateur professionnel. Du rappeur qui fait de son ascension sociale le sujet central de son storytelling, au cinéaste ou acteur engagé qui préfère rester discret sur ses revenus pour rester proche du peuple, il y a de tout. Contrairement à la fin du 19e et du début 20e, maintenant est né après-guerre un véritable marché de la culture libéralisé et mondialisé. Et même si c'est compliqué de faire de grandes généralités, on voulait quand même vous faire, dans une seconde partie, un petit état des lieux général du contexte économique des artistes en France aujourd'hui. Alors oui, c'est impossible évidemment de faire des généralités tant les contextes sont différents d'une discipline à une autre et d'un niveau évidemment de notoriété à un autre. Mais une chose s'applique à tout le monde et à toutes les disciplines, c'est la libéralisation qu'on a connue, qui est aller dans deux sens, dans le sens moral et dans le sens économique. Je crois qu'on se rendra jamais assez compte du boom qu'ont été les années d'après-guerre et qui ont vu l'avènement d'une culture dite de masse et donc une industrialisation des secteurs culturels. Aujourd'hui, le créateur, c'est évident, mais c'est assez récent et finalement, il est délivré des carcans moraux de l'Église, des carcans moraux tout court, du carcan de l'État et on peut, en théorie, vivre de tout ce qu'on souhaite. On est libre. Les années 70 et 80 nous ayant offert une transgression artistique assez extraordinaire, transgression qui a finalement perdu de son côté transgressif, tellement il est devenu une sorte de norme. Mais bref, on est libre. Et face à nous, des marchés qui existaient déjà et qui ont considérablement grossi. Je pense par exemple à la littérature jeunesse, à la BD. Le nombre de titres, par exemple, en édition jeunesse a presque quadruplé en 40 ans. En musique, l'industrie a permis de tirer des revenus des disques, des concerts, des différents supports. Les outils techniques ont facilité la fabrication des œuvres audiovisuelles. Internet a donné la possibilité à tout le monde de montrer son boulot, offrant aussi de nouveaux marchés, de nouvelles manières de vivre de son boulot. Pour faire court, la création, qui, il n'y a pas si longtemps que ça, était réservée à une élite institutionnelle ou bourgeoise, est apparemment désormais ouverte à tout le monde. Et en plus, comme nous sommes en France, nous bénéficions d'un interventionnisme de l'État dans les affaires culturelles assez unique au monde. Ce qui fait que la France est finalement un territoire artistique assez étrange dans le sens où certains pans de la création ne pourraient presque pas exister sous leur forme actuelle sans l'intervention de l'État, à cause de leur fragilité économique ou de leur faible rentabilité directe. Ce qui fait par exemple qu'environ 80% des longs métrages produits en France ont reçu un financement public. On estime aussi, par exemple, que dans le spectacle vivant, théâtre, danse, musique, classique, opéra, la billetterie ne couvre à peine 20 à 40% des coûts réels. Les musées et FRAC achètent chaque année des centaines d'œuvres à des artistes vivants, le marché privé existant, galeries, collectionneurs, mais c'est l'État et les collectivités qui assurent la survie d'un grand nombre d'artistes aujourd'hui. Idem dans le monde de la littérature, la diversité éditoriale, je parle des revues, de la poésie, des essais théâtres, et tout ça, ça vit surtout grâce aux aides publiques. La musique non commerciale, quant à elle, on va parler du classique, du contemporain, de l'expérimental, de l'électroacoustique, est un pur produit de la politique culturelle. C'est de la recherche artistique soutenue et financée par l'État.
Bref, cohabite en France une version libérale de la création avec des projets artistiques rentables et de l'autre, une production soutenue avec des degrés de dépendance plus ou moins forts à l'argent public. Sachant que ces deux secteurs en plus ne sont pas imperméables et qu'il existe une porosité entre ces deux mondes. Et dans cet éventail de possibilités pour un artiste de gagner sa vie, très facile, me direz-vous, de vivre de sa création du coup. Impossible de ne pas trouver sa place dans ce mélange très français de privé et de public. Pourtant, regardons les chiffres. On a dû croiser plusieurs sources, différentes disciplines, afin d'arriver à ce tour d'horizon très imparfait évidemment, mais aux tendances assez claires. Entendons-nous sur un truc assez certain. Oui, le nombre d'artistes affiliés a augmenté fortement ces dernières décennies, ce qui montre une vitalité ou un intérêt accru pour la création. Une étude de l'INSEE indiquait que les professionnels qui exercent un métier artistique à titre principal étaient presque 2 fois plus nombreux aujourd'hui qu'au début des années 90. Une autre source indique que pour des professionnels de la culture, donc plus large que les artistes, entre 1995 et 2019, l'effectif a augmenté, attention, de 70%. Normal, la consommation culturelle suit la croissance globale. Mais aujourd'hui, les moyens de production sont devenus accessibles à tous. Cela donc implique une plus grande compétitivité dans le milieu et une barre toujours poussée plus haute. En regardant très vite fait les chiffres, on découvre, et c'est sans surprise, un milieu très polarisé en termes de revenus. Parce que oui, de manière générale, la technologie a facilité l'accès à la création, à la fabrication, etc. Mais pas à la diffusion à grande échelle. Et c'est la seule capable de générer des revenus. C'est pas parce que tu peux produire une œuvre qu'elle va se diffuser et donc se vendre, et donc te rapporter des sous. Si on croise les données de différents secteurs, on arrive au fait que seulement 10% des artistes arrivent à vivre de leur création. Et ce, après une moyenne de environ 3 ans de durée d'insertion. On va faire un petit tour vite fait des différentes disciplines, donc la musique. Source indique qu'en 2023, le revenu médian des artistes-interprètes était d'environ 12 800 € par an. 12 800 € par an. Le revenu médian pour les artistes-auteurs affiliés aux caisses de cotisation est de 15 800 €. 75% d'entre eux ont des revenus considérés modestes, voire très modestes, enfin précaires quoi. Et seulement 1% des artistes-auteurs, soit environ 400 personnes, toucheraient plus de 225 000 € en 2018 et se partageraient du coup 1/5 de l'ensemble des revenus artistiques. La disparité, elle est aussi territoriale. On constate que les artistes-auteurs affiliés en région parisienne touchent presque 2 fois plus que ceux en province. Le milieu artistique ressemble aux autres secteurs économiques finalement. Des fossés toujours plus gros entre les très petits et les très gros. On en parle beaucoup en ce moment. On a d'un côté des ventes d'œuvres qui atteignent des sommets jamais atteints auparavant. Et en même temps, on a des petites et moyennes galeries qui mettent la clé sous la porte. Et vous allez me dire, oui, mais bon, on a dit qu'il y avait une intervention de l'État dans la culture en France, ça allait aider la création, on peut toujours compter là-dessus. Alors en théorie, oui, mais en pratique, on le sait, en termes d'accès au soutien financier de l'État, subventions, etc., eh bien, on n'est pas tous égaux. Déjà, il est documenté que l'accès aux pratiques culturelles, donc qui précède souvent l'accès aux moyens de création, elle est fortement corrélée au niveau socio-culturel. Il y a fort à parier que l'héritage dans ce domaine détermine énormément nos chances de réussite. Nous, par exemple, on vient d'un milieu où la demande de subvention, elle n'est pas du tout courante. On a mis très longtemps à considérer que c'était une option, parce que c'est simplement pas dans nos habitudes sociales. Alors du coup, est-ce que les appels à projets ou les dispositifs de financement tiennent suffisamment compte des créateurs sans réseau ou des artistes issus de milieux moins favorisés? À vrai dire, on ne sait pas. Mais une chose est certaine, il existe forcément des freins invisibles. Ne serait-ce qu'en matière de sujets abordés. La culture étatique, elle est forcément porteuse de valeurs. Il suffit que tu ne correspondes pas du tout à ces valeurs, ça va être un petit peu plus compliqué pour toi. Bref, on peut résumer la situation actuelle en disant qu'on est beaucoup plus à créer grâce aux différents outils qu'on a à notre disposition. Ce qui a fait forcément exploser la compétitivité. On le voit sur les réseaux notamment, il y a désormais quasi une guerre menée afin de se montrer et de gagner en visibilité. À la naissance des réseaux sociaux, on s'est dit que ça allait être hyper simple, qu'on allait enfin pouvoir diffuser notre œuvre sans beaucoup d'efforts, mais finalement, vu que tout le monde a eu la même idée, ça devient vraiment de plus en plus compliqué d'exister au sein des réseaux déjà fortement pleins.
Et cette compétitivité associée à ces nouvelles technologies a amené un truc qui est pas si nouveau que ça, c'est la gratuité. Et oui, il y a un truc assez rigolo, c'est que sur Internet, on est quasiment revenu au statut de l'artiste médiéval, à savoir que le droit d'auteur n'existe plus et que une œuvre, si elle est en libre accès, c'est qu'elle est quasiment libre de droit. Et tous les jours, on écoute de la musique, on regarde des images et les créateurs derrière, on le sait, seront peu ou pas rémunérés. On le sait, la gratuité est très présente dans nos milieux. Quand on commence, on essaie de faire nos preuves, on va à la rencontre des gens et pour être repéré dans notre milieu, il va falloir donner de soi et de sa personne. Ça commence par quelques journées gratuites et ça, j'ai envie de dire, c'est normal. De toute façon, ce n'est pas possible d'évoluer sans gratuité dans nos métiers, dans le sens où il est très fréquent qu'on crée des projets, des œuvres collaboratives uniquement pour travailler ensemble et se voir évoluer ensemble, en équipe. Mais le problème, c'est que cette culture de la gratuité, en fait, elle s'est peu à peu étendue au-delà de ce simple cercle collaboratif d'entraide pour aller maintenant vers des milieux lucratifs, à savoir la pub, des entreprises de luxe, etc. Et il n'est pas rare maintenant qu'on vienne me rapporter que des grosses sociétés de production, des grosses marques, ne payent pas ou très très peu les artistes avec lesquels elles collaborent. Cette culture du gratuit ou du très peu cher, elle fait maintenant culpabiliser beaucoup d'entre nous de facturer correctement. Elle vient précariser encore un peu plus notre statut et elle vient clairement corroborer le mythe de l'artiste bohème, lui toujours un peu présent en France. Un exemple, dernièrement, un magazine très connu et dont les ventes sont assurées généralement par une belle couverture, nous a demandé de faire une couverture gratuitement. Et pire encore, elle nous a demandé de payer en fait pour avoir le droit de faire cette couve puisque aucun défraiement n'était envisagé par le magazine. C'était à nous de financer le shooting pour avoir l'honneur d'être en couverture. Alors ça, ça existait quasiment pas. Il y a quelques années, c'était, je pense, même considéré comme un véritable manque de respect. Et aujourd'hui, vraiment, c'est de plus en plus fréquent. Donc au final, oui, on peut tous créer, on est libre, libéré des codes académiques. Et tout ça, toute cette libéralisation nous a permis une véritable liberté d'expression. Je pense qu'on vit dans une époque qui n'aura jamais permis autant d'expressions individuelles et différentes. Et ça, c'est magique, il faut le dire, mais pour autant, cette libéralisation s'est faite forcément au prix d'une certaine précarité. Voilà les amis, c'était un épisode très général, un petit peu compliqué à écrire parce qu'en effet, il y a autant de vérités artistiques qu'il y a d'artistes. Et en fait, chacun a son petit business plan à lui et il y a donc beaucoup de manières de vivre de la création qui coexistent aujourd'hui. Mais voilà, on voulait vous éclairer un peu sur ce statut un peu spécial qui est celui de l'artiste, poser quelques balises historiques et théoriques afin de vous offrir un deuxième épisode sur le même sujet, mais qui lui sera fait uniquement de conseils très concrets et très pratiques. Donc si les épisodes vous plaisent et que vous souhaitez nous soutenir, il y a plusieurs options. Déjà t'abonner, liker, partager, ensuite appuyer sur la petite cloche, commenter cette vidéo, utiliser le code LETURC pour ton prochain achat chez Miss Numérique. Ou tu peux aller aussi sur leturkshop.com, t'offrir un beau livre qu'on a fabriqué ici et ou un tirage. Nous vous souhaitons à toutes et tous une excellente semaine. C'était les carnets de l'atelier, les créateurs qui parlent aux créateurs. Salut les amis, ciao!